Bien? Allô, allô. Si oui, est-ce que vous pouvez juste m'indiquer sur le chat si c'est OK pour vous? Salut Tatiana. OK. Bon, moi, ça a l'air de fonctionner. Bah, merci d'être là pour l'épisode 3 de de Técologie. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de deux choses. Euh, on va faire tout d'abord un pas vers la communication responsable et on va parler aussi de référencement de vos sites. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est une petite mise en garde. Je l'avais fait au premier atelier, mais j'avais envie de la refaire au dernier. Déjà, tout d'abord, pour ceux qui n'étaient pas là les deux ateliers précédents, tous les replays sont disponibles sur la chaîne YouTube de Together, parce que là, du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, il y a peut-être des moments où vous allez être perdus. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. De toute façon, on laissera un temps pour les questions-réponses à la fin. Donc, une petite mise en garde pour vous expliquer que cet atelier, il est là en fait pour vous donner des pistes de réflexion. L'idée, c'est de co-construire ensemble notre communication et essayer d'aller tendre vers une communication durable. Et c'est de mettre en avant des problématiques qui pourraient nous bloquer dans toute cette mise en place. L'idée, voilà, c'est aussi d'ouvrir le débat, de vous faire gagner du temps, parce que ça fait maintenant quelques mois que je suis hyper passionnée par le sujet et à fond dans le sujet. Et c'est aussi vous permettre d'anticiper des changements face à tout ça. Donc, il n'est pas question d'avoir un discours moralisateur ou de culpabiliser parce que par rapport aux chiffres de l'impact du numérique, par exemple, moi, je suis toujours en situation d'exploration. Donc, je me positionne pas en tant qu'experte, mais en exploratrice de tout ça. Donc pour finir, donc ce webinaire évidemment dépense de l'énergie. Je vous conseille, si vous allez regarder le replay, de le regarder dans une qualité inférieure. Si vous allez la regarder sur YouTube, vous avez une petite roue crantée qui est, je vous montre le schéma juste là. Une fois que vous cliquez sur la petite roue crantée, vous avez possibilité du coup de réduire la qualité de visionnage de votre vidéo. Donc voilà pour tout ça. Alors, on est à l'épisode 3. L'épisode 1 et 2 étaient consacrés du coup plus aux impacts du numérique, essayer de replacer un peu le contexte, pourquoi on parle de tout ça. L'épisode 2, du coup, avait consisté à identifier des axes d'action, des axes pour mettre en place, adapter ces pratiques, donc aussi bien au bureau, ça concernait les emails, les vidéos, que sur son site internet, qui est un outil très stratégique pour notre secteur. Donc voilà, rapidement pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je sais qu'il y en a qui n'étaient pas là, les épisodes 1 et 2 comme Tsur par exemple. Donc l'épisode 1, on a vraiment parlé des impacts du numérique. Il faut savoir que le numérique, en fait, il a une matérialité, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a des infrastructures derrière pour faire venir Internet, pour faire fonctionner nos appareils numériques, des câbles qui passent sous l'océan. Et les statistiques et les chiffres sont assez alarmistes puisque on prévoit dans les années à venir une augmentation très importante du numérique. Il faut savoir que le numérique aujourd'hui, il consomme 2 fois plus que l'avion, qui est quand même assez pointé dans notre secteur. Et donc, on avait parlé d'une solution qui est la técologie, c'est l'alliance de l'écologie et de la technologie pour répondre à cette problématique. Et enfin, à l'épisode 2, qui avait lieu en juin, on a regardé un petit peu les actions qu'on allait pouvoir faire à notre échelle. Donc, comment on peut réduire l'empreinte environnementale de notre communication et de nos outils, et les bonnes pratiques à adopter au niveau de ces emails, de ces vidéos, des réseaux sociaux, etc. Et on a fait évidemment un focus sur le site internet, puisque comme je vous l'expliquais, si aujourd'hui vous êtes convaincu de vouloir faire quelque chose au sein de votre entreprise, c'est en priorité sur votre site internet qu'il faut travailler. Alors en priorité, oui, mais c'est le levier d'action qui sera le plus stratégique, en tout cas pour votre entreprise en communication externe. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler je vous avais envoyé un petit exercice. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le faire. Est-ce que vous avez eu le temps de le faire? Est-ce que vous pouvez juste me dire sur le chat si vous avez eu le temps de regarder? Ok, super.
Alors, on va aussi parler des outils numériques. On appelle ça le formacon. C'est pas moi qui l'appelle comme ça, c'est Frédéric Bordège qui travaille pour le Green IT, qui est une institution en France sur ces sujets-là. Et on va aussi parler de communication responsable parce que faire un site éco-conçu, oui, mais il faut aussi qu'il s'inscrive dans une stratégie de communication qui soit adaptée et assumée. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce que la communication responsable et les leviers principaux qu'il faut activer pour pouvoir tendre vers cette communication-là. Et enfin, on fera un focus sur le référencement d'un site. Ça a été des préoccupations et des questions qui ont été posées lors du dernier atelier. Donc, il est important voilà, de rappeler un petit peu tout ça. Donc, le formacon, pourquoi le formacon c'est pas une insulte comme ça gratuite, c'est que nous sommes dépendants en fait de ce qui à terme va nous nuire. Comme on le sait, le numérique a des impacts écologiques certains, puisqu'il est, par exemple, on prend nos téléphones, ils sont à grande majorité issus de matériaux fossiles qui sont en voie d'épuisement. En tout cas, les ressources identifiées s'épuisent et les conditions d'extraction sont très compliquées. Il y a de moins en moins déjà de minéraux pour les faire. C'est de plus en plus difficile de les trouver. Il y a aussi tout un contexte géopolitique qui vient se coller à tout ça parce qu'il y a certains pays qui disposent de minerais. On appelle ça aussi les minerais de sang, puisque tous ces contextes géopolitiques-là font que les conditions de travail des personnes qui viennent extraire ces minerais sont très compliquées et l'extraction est de plus en plus difficile. Mais tout en sachant que la technologie aujourd'hui, le numérique, nous aide au quotidien. Par exemple, pendant le Covid, il nous a permis de continuer à communiquer. Donc, il y a aussi des très bons effets de tout ça. Il suffit juste de voir un petit peu qu'il y a des dérives. Au final, on se retrouve avec des montres connectées. On se demande si dans un contexte où notre planète et ses ressources sont en train de s'amenuiser, est-ce qu'il ne serait pas judicieux de se poser certaines questions et de remettre en cause certains outils. Donc, les solutions possibles face à tout ça, on a vu lors des derniers des ateliers, c'est d'éco-concevoir ces outils numériques, par exemple avec un site web éco-conçu, et de rendre sa communication plus responsable. Donc, de repenser sa stratégie de communication. Parce que comme on le disait dans les ateliers précédents, le plus important, l'action la plus importante, ça va être de prolonger la durée de vie de vos appareils. Et pour prolonger, par exemple, la durée de vie de votre ordinateur, il faut lui faire le moins d'efforts possible. Donc, ça passe par demain, quand je vais aller sur mon site internet, que mon site internet soit léger, simple et du coup que ça ne demande pas beaucoup d'énergie à mon ordinateur pour venir afficher le site internet. Donc, on a, pendant ces deux ateliers, distingué vraiment des freins et des craintes de un site éco-conçu. C'est pas hyper beau. C'est vrai que nous, on en a fait un avec Together pour la promotion de la 3e édition du Yaka Faucon. Et vous avez pu remarquer, bon, c'est vrai que volontairement, on l'avait fait assez vraiment sobre, mais vous avez pu remarquer que c'était pas forcément transposable à notre industrie du tourisme qui veut séduire avec son site internet, enclencher une action pour une demande de devis d'un client, etc. Et on a aussi cette crainte de la perte de performance par rapport au référencement naturel. Donc, on va procéder au corrigé de l'exercice. Donc, ce que je vais vous proposer, alors, pourquoi on va s'intéresser aussi au site web aussi, juste un petit rappel par rapport à ça. Excusez-moi, je bois un petit peu d'eau. Parce que, comme je le disais, c'est le levier le plus performant activé pour notre secteur du voyage. C'est un outil de communication et de promotion central pour nous. Et il y a beaucoup de potentialités. Par exemple, quelques chiffres clés. Depuis 2010, le poids d'une page web, il a plus que triplé. 45% des fonctionnalités d'un site web ne sont jamais utilisées. Les images et vidéos représentent 90% du poids d'un site. Et le poids moyen d'une page, il y a 10 ans, a triplé par rapport à aujourd'hui. Donc, on a vraiment une problématique aussi vis-à-vis du poids de notre site. Et comme je vous expliquais, il est important de réduire ce poids tout en conservant l'efficacité et l'attractivité de son site. C'est l'enjeu et c'est la complexité de la problématique aussi à mettre en place.
Donc aussi, il faut savoir que les sites éco-conçus vont augmenter la performance de votre site web. Donc je vous expliquerai plutôt sur la partie référencement en quoi ça consiste et que les GAFA sont en train de s'y mettre. La plupart des serveurs de Google sont en train d'être alimentés par des énergies renouvelables. Alors, on va passer à l'exercice. Donc, ce que je vous propose, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire, c'est de vous passer du coup les images. Donc, l'idée, c'est que vous avez deux homepages de sites qui sont malheureusement pas du tourisme parce que, comme je vous l'expliquais, des sites éco-conçus dans notre secteur, il n'en a pas. Donc, on serait, en tout cas, les réflexions qu'on est en train d'engager en ce moment, ce sont assez précurseurs. Et donc, voilà. Donc, vous avez ces deux homepages qui font partie du secteur de la bijouterie. Et le but du jeu, c'est entre ces deux homepages, de trouver celle qui, selon vous, est éco-conçue. Donc, je vous laisse regarder du coup rapidement ces deux homepages. Ensuite, on aura au niveau d'une agence de communication, donc pareil, deux homepages. Donc, je vous laisse noter, en fait, prenez des notes, ce sera plus simple parce qu'après, je vais les récupérer dans un questionnaire sur, voilà, selon vous, comme ça, à chaud, visuellement, laquelle vous paraît éco-conçue. Et enfin, celle concernant des sites sur la transition et l'intelligence collective. Alors, c'est bon, vous avez noté? Vous voulez que je vous les repasse? Ok, donc si c'est bon, vous les avez notés, on va passer à l'enquête. Toc. Donc là, je vous laisse choisir, je vous laisse voter, du coup, pour le site. Donc sur la première image que je vous ai montrée avec les sites de bijouterie, celle que vous pensez qui est le plus low-tech. Et pareil, je vous laisse faire du coup pour le deuxième et le troisième exemple sur l'agence de communication et sur la transition, le site qui propose des transitions. Alors ça vote dur. Je vous laisse un petit peu de temps. Alors je note en même temps vos réponses. Vous me dites quand vous avez voté, je vous laisse encore quelques secondes. Ok. Alors au niveau des résultats, pour le numéro 1, vous pensez du coup que le premier est low tech en majorité, et vous avez raison. Le numéro 2, alors là on est sur une égalité, c'est intéressant. Et le numéro 3, ok. Donc vous êtes plutôt des bons élèves, vous avez plutôt bien réussi l'exercice. Alors on va découvrir du coup les réponses. Toc. Donc vous avez bien raison pour la bijouterie, vous êtes à majorité à avoir répondu que c'était le site, la première homepage qui était low tech, et c'est le cas. Donc on peut voir qu'au final, l'idée, l'objectif de cet exercice, c'était de vous montrer que on a tendance à penser qu'un site éco-conçu ou un site low-tech sera moins attractif. Là, on peut voir qu'il y a quand même peu de différence par rapport à un site qui n'est pas du tout low-tech. Pareil pour, du coup, le deuxième exemple. Donc là, on est sur Epifit et c'est effectivement Epifit qui est low-tech. Alors celui-ci, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir sur Internet. En fait, toute la bannière est dynamique, donc DNS. Il y a plein d'effets vidéo, etc. dessus, donc c'est ça qui plombe en fait le score du site, parce que comme vous le savez, c'est la vidéo en ligne, alors surtout quand elle se démarre automatiquement, qui est la plus gourmande en énergie et donc qui ne va pas correspondre à ce qu'on essaye de chercher. Et enfin, vous aviez raison aussi, donc c'est bien le site Mélibé le premier pour la transition. Alors qu'on pourrait penser, moi j'aurais pensé que vous auriez dit le deuxième parce que il est quand même moins fourni. Mais effectivement, il n'y a pas de photos, c'est plus des images travaillées.
Donc ça se tient. Donc là, vous avez du coup un petit résumé des corrections. Donc par rapport à la note de l'éco-index. Donc comme on avait vu dans l'atelier précédent, pour pouvoir calculer l'impact environnemental de votre site, vous avez un outil qui s'appelle EcoIndex que vous retrouvez sur www.ecoindex.fr qui vous permet de savoir un petit peu où est-ce que vous vous situez. Donc vous avez une première dynamique qui vous donne une note de A à F. Plus vous êtes dans le vert et mieux votre site possède un impact environnemental faible, plus vous êtes dans le orange et plus votre impact est important. Ensuite, vous avez le nombre d'éléments de la page. Ça correspond au poids du site. Plus vous allez avoir d'éléments sur votre page, plus le site va être lourd. Donc là, vous voyez par exemple que la première a seulement 3 éléments. Donc c'est quand même voilà. C'est quand même peu par rapport à l'autre. On voit 1307 éléments, ce que nous révèle EcoIndex. Donc voilà, je vous ai remis un exemple de résultats qu'on peut obtenir avec l'EcoIndex. Donc juste un rappel rapide des éléments de base pour éco-concevoir un site. Donc, un site éco-conçu, c'est une interface et des fonctionnalités qui sont simples, sobres et pertinentes. Vous n'avez pas besoin aujourd'hui sur votre site d'avoir 30 fonctionnalités parce que les études nous montrent qu'elles sont très peu utilisées. Donc, mieux vaut se focaliser sur 5 fonctionnalités qui vont couvrir à 80% les besoins de votre site pour vos utilisateurs, plutôt que d'en avoir 30 et d'avoir un site ultra chargé qui va être de surcroît difficile à modifier et à prendre en main par rapport à toute la quantité d'informations que vous allez avoir à gérer. Il n'y a pas de police de caractère personnalisé. Généralement, on conseille d'utiliser la police du navigateur par défaut. Donc, on ne va pas aller charger une police différente. La conception est totalement simplifiée, donc on diminue, comme je vous expliquais, la taille et le poids des pages. Donc ça augmente la vitesse de chargement de votre site quand vous voulez l'afficher. Ça a un rapport avec ce qu'on appelle la fracture numérique. Vous avez dans certaines destinations ou certains téléphones ou ordinateurs qui sont assez anciens, ils vont avoir du mal à afficher des sites qui sont lourds, ça va ramer, etc. Et donc c'est important de rendre le web accessible, en tout cas si on veut faire de la communication responsable, de rendre le web accessible à tous. Ça va être aussi des images optimisées et peu ou pas de vidéo. Comme je vous l'expliquais, la vidéo, c'est un des points les plus sur lesquels il faut le plus travailler. Donc, comme on avait vu dans les ateliers précédents, il y a des solutions. On peut mettre des vidéos, mais sans charger forcément via le plugin YouTube. On avait vu qu'on pouvait charger une image qui permettait du coup à la personne qui souhaite voir la vidéo de vraiment pouvoir la voir en cliquant sur l'image, mais de surtout pas lancer les vidéos automatiquement, sachant que la personne n'aura même pas cliqué dessus parce qu'on lui laisse pas le choix au final de savoir si elle veut voir ou pas cette vidéo. Il y a aussi le choix des technologies et du serveur. Vous avez aujourd'hui des serveurs, des hébergeurs verts comme Infomaniac qui est le plus connu et qui va être uniquement alimenté par des énergies renouvelables. Voilà, il y a tout aussi un choix d'infrastructure à faire dans le choix de son CMS. On a vu que WordPress était en train de travailler sur des templates low-tech, éco-conçus. Il y a aussi d'autres CMS, notamment des CMS statiques. Bon là, après, c'est un petit peu plus technique, mais il y a aujourd'hui des développeurs qui codent de manière éco-conçue et qui ont même développé leur propre CMS. J'ai eu l'occasion de discuter avec un développeur qui avait développé son CMS low-tech. Donc, vous n'avez limite même plus à vous préoccuper de savoir si votre code est bien optimisé ou pas, puisque aujourd'hui, ça existe. Donc, on va faire un petit focus sur le référencement. Donc, comme vous le savez, quelques principes de base. Le SEO, c'est le référencement naturel. Donc, on ne va pas payer Google pour apparaître sur les premiers résultats de recherche. On va simplement montrer à Google qu'on a un site avec un contenu et on va, du coup, pour lui montrer, renseigner ce qu'on appelle les balises. Donc, vous avez les balises title pour le titre, les balises méta-description, les balises alt pour renseigner un petit peu sur des informations sur vos images. Et en fait, Google va envoyer des robots qui vont venir scroller votre site
plus vos balises vont être bien de manière bien structurée, plus vous allez faciliter la vie à Google, et donc il va vous placer sur les moteurs de recherche en fonction de la qualité de votre contenu, de la richesse de vos mots-clés, de la richesse de votre contenu, etc. J'imagine que ça, c'est des choses que vous connaissez déjà. Vous avez aussi toute une stratégie derrière de backlinks. Il faut dans votre site internet que vous ayez des liens qui redirigent vers des pages de votre site, que vous ayez aussi des liens de d'autres sites qui viennent pointer sur votre site. Il y a toute une stratégie de liens à mettre en place. Il faut évidemment que votre site soit responsive design, mais bon, ça c'est quand même la plupart des sites maintenant sont tous transposables sur mobile et visionnables sur mobile. Une navigation sécurisée, etc. Les outils de mesure pour mesurer un peu l'efficacité de son SEO, c'est évidemment Google Analytics et Webmaster Tool. Vous avez également Ubersuggest qui vous permet voilà, d'avoir une vision un petit peu sur les mots-clés qu'il faut utiliser, qu'il faut mettre en avant, sur la position de votre site, sur le nombre de visites, sur votre score SEO, sur ce qu'il faut modifier ou pas. Et tout ça pour vous dire que Google Analytics, comme vous devez vous en douter, consomme beaucoup d'énergie. Donc certaines courants de pensée vont dire il faut arrêter Google Analytics parce que c'est pas sobre, etc. Je pense qu'il faut pas être aussi franc du collier. À mon avis, Google Analytics dans nos métiers est ultra important parce qu'il nous permet d'avoir une vision sur les personnes qui viennent visiter notre site, où est-ce qu'elles vont cliquer. Et puis, on sait tous que notre site internet, c'est un outil extrêmement important pour aller générer des demandes de devis et extrêmement stratégique. Donc, moi, je vous dirais pas demain, c'est pas du tout mon conseil de partir de Google Analytics et d'arrêter tout. Vous avez par contre une alternative qui s'appelle Matomo, qui permet la même chose en fait, de mesurer les visites. On se rend compte que quand on va un petit peu fouiller dans Google Analytics, il y a énormément de choses sur les visites. Vous avez des informations extrêmement précises sur la localité des internautes, où est-ce qu'ils vont cliquer, combien de temps ils restent, etc. Et puis on se rend compte que il y a peu de personnes qui vont regarder chaque petit onglet pour vérifier tout. On va généralement regarder le nombre de visites qu'on a eu sur notre site, peut-être les pages qui ont été le plus cliquées, et voilà. Et donc, c'est dommage. Et là, on rejoint cette problématique d'obésiciel, de se dire qu'aujourd'hui, on utilise des outils qui sont beaucoup trop fournis en fonctionnalité et qu'au final, on en utilise qu'une petite partie. Et donc, c'est vrai que c'est dommage de demander autant d'énergie à un logiciel qui, au final, va vous proposer des données qui ne seront pas forcément exploitées par vous. Donc, moi, mon conseil, c'est soit si vous voulez vraiment adopter cette démarche éco-responsable et durable, il faut optimiser, aller chercher, booster l'utilisation de vos Google Analytics, ou alors pourquoi pas se rabattre sur Matomo, qui propose les mêmes statistiques mais un petit peu moins importantes. Il va chercher il va fouiller un petit peu moins dans tous ces détails-là. Donc, référencer un site éco-conçu. Alors oui, juste, j'ai oublié de vous dire, j'ai posé la question à des agences et des développeurs qui travaillent depuis pas mal de temps sur l'éco-conception, et tous m'ont dit que effectivement il fallait garder Google Analytics parce que les clients souhaitaient toujours avoir une vision sur leur nombre de visites, etc. Il y a aussi des outils qui permettent en interne sur le CMS d'avoir une vision, mais c'est beaucoup moins précis. Donc, en fait, quand on pense low-tech, quand on pense éco-conception, il faut aussi penser avec du bon sens. Il ne faut pas aller couper toutes les sources qui vont demander de l'énergie. Il faut juste se dire, il faut juste se dire, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que je le fasse? Si cet outil-là est vraiment utile pour booster mon business, je le conserve, mais du coup, j'essaye de l'utiliser au maximum et d'en retirer tout ce que je peux en retirer. C'est vraiment cette approche qu'il faut essayer de mettre en place, en tout cas, de mettre en place, de réfléchir sur tout ça. Donc, référencer un site éco-conçu. Donc, comme je vous disais, un site éco-conçu, il est apprécié par Google puisque le robot va mettre moins de temps à explorer les pages et donc le site sera plus enclin à être référencé. Donc, on va faciliter un petit peu la vie de Google. Il faut bien évidemment conserver les principes du SEO. Il n'y a pas de conseil particulier pour bien référencer un site éco-conçu. Il faut utiliser vraiment les mêmes pratiques.
Sauf que si demain vous avez un site extrêmement avec beaucoup de pages, etc., et que vous voulez enlever un peu des pages et que vous avez peur que ça affecte votre démarche SEO, il faut adopter une approche progressive dans le sens où vous allez faire un état des lieux de votre site, donc regardez un petit peu le nombre de pages que vous avez, vous allez identifier les pages à faible valeur ajoutée, par exemple celles qui ont moins de clics, celles qui ne sont pas du tout visitées. Vous vous dites, au final, est-ce que j'ai vraiment besoin qu'elles soient là? Et donc, vous allez commencer par supprimer les pages, mais uniquement, vous allez faire, je sais pas, peut-être 2 pages par mois et regarder les performances, voir si ça affecte votre SEO ou pas. Et tout en ayant cette démarche de se dire, je supprime les pages qui sont inutiles pour moi, mais par contre, je vais revaloriser les pages qui ont un contenu que je souhaite conserver. Et vous savez que Google, plus vous allez mettre à jour votre site, plus il va apprécier. Donc, il est important d'avoir cette démarche-là. Je supprime, mais je vais revaloriser derrière, tout en mesurant bien l'efficacité de cette démarche ou pas. En tout cas, c'est mon conseil et c'est le conseil de personnes avec lesquelles j'ai pu échanger sur cette thématique-là. Alors, il y a aussi une problématique qui se pose aujourd'hui, c'est en tout cas, nos secteurs sont très dépendants de Google, notamment avec les AdWords. La plupart des agences, des réceptifs, des agences de voyage ou des pros du tourisme payent Google pour être référencés au mieux sur les moteurs de recherche. Donc, quelques chiffres comme ça. Il y a 70% en moyenne des dépenses marketing qui viennent des Google Ads, donc de Google, du référencement, etc., de payer Google pour être remonté sur les moteurs de recherche avec des mots-clés. Il y a environ chaque année, selon une étude de Media Group, 400 changements d'algorithme. Vous savez que Google va changer la manière dont il va indexer ses pages et donc c'est important de l'avoir en tête. 400 changements, c'est quand même pas rien. Le secteur du voyage, c'est un des secteurs les plus concurrentiels sur les moteurs de recherche. C'est une étude de Reza Conseil qui a sorti cette donnée-là. Et les GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, Apple, n'ont jamais été aussi puissants. Au final, c'est nous qui permettons à ces GAFA d'avoir une puissance puisqu'on va aller utiliser leurs outils, donner nos données. Et donc, il faut savoir qu'en ce moment, il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à cette super puissance de Google ou des GAFA en général. Il y a, par exemple, dans notre secteur, récemment, pendant le Covid, une lettre ouverte qui a été adressée à Facebook, qui a été signée notamment par Evaneos, Mr. Fly, qui, du coup, demandait un remboursement à Facebook et Google de leurs campagnes qui ont été évidemment nulles pendant le Covid, puisque personne n'a pu voyager, donc ils ont dépensé énormément d'argent au final pour rien. Et il y a en ce moment aux États-Unis, il y a de gros groupes comme Coca-Cola, Unilever qui font pression sur Facebook, donc ils ont arrêté toute leur campagne Facebook Ads pour demander plus de transparence par rapport à l'outil et notamment aussi par rapport au fait qu'il y ait des pages qui vont inciter à la haine, au racisme, etc. Donc on est vraiment sur aussi un boycott à la fois une ultra-dépendance de Google et aussi un boycott de cette sphère un petit peu puissante. Et donc, on se dit, c'est quand même dommage d'avoir que Google ait une place aussi importante parce que au final, Google ne paye pas d'impôts en France, ne m'apporte rien. Si demain il y a le Covid, il me rembourse pas forcément. On est quand même une dépendance assez importante de Google. Et donc, on pourrait se poser la question de se dire si demain Google a décidé de changer de stratégie et que toute ma stratégie était créée en fonction de Google, de mes AdWords, etc., qu'est-ce qui va se passer? Donc, mon conseil, c'est d'aller diversifier ses sources de trafic, essayer de gommer ces dépendances-là et de ne pas mettre ses œufs dans le même panier, si je puis dire, pour aller identifier d'autres leviers de communication efficaces face à tout ça. Donc, il y a une étude aussi qui est sortie sur l'autonomie ou l'indépendance de Google. Donc, il y a quelques marques qui ont réussi à s'indépendantiser, si je puis dire, de Google. Donc, il y a Blablacar, par exemple, qu'on pourrait affirmer à notre secteur. Mais il y a aussi Vente Privée. Même s'ils ils utilisent des campagnes, ils ont tout un système de fidélisation et de parrainage de leurs internautes, de leur public. Donc, voilà, tout ça pour expliquer que c'est possible, c'est juste qu'il faut mettre les solutions, qu'il faut réfléchir à des solutions annexes. Donc maintenant, on va parler de la communication responsable.
Donc, c'est quoi la communication responsable? Selon l'ADEME, c'est la mise en œuvre de l'éco-conception des outils et des actions de la communication au sein des organisations, visant à réduire les impacts environnementaux issus des pratiques liées au métier de la communication tout au long de leur cycle de vie. Consommation de ressources naturelles, donc comme je vous l'expliquais, tout ce qui va être pour créer l'énergie pour créer nos appareils, le papier, les emballages, utilisation des produits dangereux, production de déchets, pollution liée au transport, etc. Donc en fait, on distingue 4 piliers dans la communication responsable. Réduire l'impact environnemental. Donc ça va passer par exemple par de l'éco-conception de sites web, par aussi une sobriété numérique. Comment au bureau, je vais pouvoir minimiser un peu mon impact par rapport à mes outils, par rapport à la manière dont j'utilise certaines choses. Voilà. Et ensuite, rendre accessible à tous notre communication. Donc, c'est, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, une question d'accessibilité. Euh, une communication durable et co-responsable, il faut qu'elle soit accessible à tous. On peut par exemple penser au handicap. Si vous vous rendez, et la fracture du numérique que j'expliquais, on n'a pas forcément tous la même connexion, tous la même qualité de téléphone, etc. Donc, il faut vraiment avoir ces choses-là en tête. Et vous avez sur le site, si vous voulez faire une petite expérience, sur le site de atalan.fr, agissons/fr, qui montre en fait sur leur site différents handicaps. Par exemple, si vous êtes malvoyant, vous pouvez faire des simulations pour voir un petit peu ce que peut ressentir une personne qui souffre d'un handicap quand il est devant votre site internet. Il faut aussi proposer une communication éthique et respecter la vie privée des personnes. Donc c'est tout ce qui va toucher à Google aussi. On donne nos données qui on sait qui seront vendues. On en avait aussi parlé lors de l'atelier numéro 2 sur des alternatives à Facebook. Il y a des réseaux sociaux libres qui sont basés sur ce qu'on appelle l'open source. Donc ils ne vont pas aller récolter nos données pour en faire pour aller ensuite les commercialiser. Et donc, on se rend compte que la communication, la publicité, elle va représenter des imaginaires tels qu'on la voit aujourd'hui, des imaginaires collectifs, et qu'aujourd'hui, on se doit, en tant que si demain on veut se lancer dans une communication plus responsable, d'aller proposer d'autres représentations. Donc, comment on va faire pour communiquer de façon plus responsable ? Donc l'ADEME précise que le marketing responsable au service d'une stratégie engagée cherche à inspirer confiance aux consommateurs en combinant création de valeur, authenticité des actions et transparence. Cet engagement sociétal qui alimente une nouvelle conversation avec les consommateurs est devenu un véritable atout concurrentiel et un gage de pérennité de l'entreprise. Donc ça, on l'avait vu aussi à l'atelier numéro 2. Pourquoi se lancer dans une communication durable ? Tout d'abord, il faut avoir des convictions personnelles. Il ne faut pas faire ça juste pour avoir une bonne image de l'entreprise. Sinon, on pourrait un peu le comparer à du greenwashing. Il y a aussi donc des convictions personnelles, se dire que on a envie de faire quelque chose à notre échelle pour notre entreprise, et aussi un volet économique, comme je vous ai expliqué. Plus vous allez travailler sur votre site internet, par exemple, vous allez réduire le poids de votre site internet. Du coup, vous allez réduire le poids d'hébergement pas face à votre hébergeur. Donc, vous allez faire des économies. Si demain, vous arrêtez ou du moins vous diminuez les Google Ads pour aller vous concentrer, essayer d'aller chercher un peu d'autres chemins, d'autres alternatives pour lancer votre communication, vous allez aussi réduire les coûts de campagne que vous avez consacrés à Google Ads, etc. Donc, la première chose qu'il faut faire, à mon sens, c'est se questionner et fédérer. Donc, il faut remettre en cause ses habitudes, déconstruire un petit peu sa communication, les outils qu'on utilise, et créer un point de bascule dans l'entreprise. Parce qu'effectivement, si vous êtes convaincu, mais que votre équipe n'est pas du tout avec vous, il faut tout d'abord l'inclure dans ces questions-là, puisque c'est une remise en cause quand même assez importante de l'entreprise, de la manière dont vous le voyez. Donc, il faut montrer que le nouveau modèle, il est plus performant que l'ancien modèle. Ça, c'est vraiment la condition sine qua non pour que tout le monde puisse vous suivre.
Il faut bien sûr faire attention au greenwashing. Donc, installer et expliquer sa démarche dans la durée, ça, c'est une solution qui va vous permettre de l'éviter. Et enfin, il faut se placer dans une approche d'amélioration continue. Là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est des résultats de recherche qui sont issus de l'ADEME. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et il faut pas avoir peur de se dire, bah là vous en êtes à un point A, mais dans 2 mois vous aurez d'autres connaissances et vous aurez avancé sur le sujet. Et il faut surtout se mettre en permanence, de se dire en permanence que vous pouvez vous améliorer sur tout ça. Donc, juste un petit focus rapide sur le greenwashing. Donc, selon l'ADEME, le greenwashing, il est utilisé pour qualifier les messages publicitaires qui peuvent induire le public en erreur sur la qualité écologique réelle d'un produit ou d'un service, ou sur la réalité de la démarche développement durable d'une organisation, quelles que soient les modalités de diffusion. Donc, les conséquences de tout ça, c'est que si demain vous n'avez pas une bonne approche et que vous êtes considéré comme comme un greenwasher, vous allez avoir une perte de confiance des personnes de vos clients, et une atteinte à la réputation et des confusions. Donc, il est très important d'anticiper tout ça et de bien réfléchir avant de se lancer dans une communication responsable. Et donc, les solutions sont toujours les mêmes. Il faut concevoir ces outils numériques, aller vers une communication interne et externe beaucoup plus responsable, et mettre en place, ça c'est un levier qui est intéressant, une RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, qui vous permet, qui est basée sur 3 piliers, d'identifier et de réduire les impacts de votre activité, de s'engager dans la transition écologique et d'entraîner du coup l'ensemble des parties prenantes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. Et donc, je vous propose, une fois qu'on a dans l'atelier 1, l'atelier 2, voilà, l'idée maintenant, c'est d'avancer, comme on a un petit peu toutes ces connaissances, c'est de mettre en place un plan d'action. Donc, la première étape pour moi, c'est de s'informer, se former et de sensibiliser ses forces vives. Donc, comme je vous l'ai dit, ça suppose une volonté, une remise en cause. C'est pas moi qui vais vous convaincre de mettre en place une communication responsable, c'est vous qui êtes déjà convaincus. Ça suppose des outils et des ressources fiables, donc des outils de mesure, comme on a pu le voir avec l'éco-index, comme on peut le voir aussi avec tout ce qui concerne, comme on a pu en parler, la vitesse de chargement de votre site. Ça suppose aussi de structurer son offre et sa stratégie de communication. Avant de se lancer dans une communication durable, il est important d'avoir une offre qui est déjà prête, en adéquation avec celle-ci. Et ça suppose aussi de se reposer des questions un petit peu sur son entreprise. C'est quoi la raison d'être de votre entreprise? Pourquoi votre entreprise existe? Quelles sont ses missions? Qu'est-ce que vous voulez apporter avec cette entreprise, etc. Donc, il y a aussi une idée de mutualiser et de faire des synergies. Par exemple, si demain, effectivement, comme on a pu le voir, Google Ads, il y a une dépendance, il faut se méfier, mais c'est quand même un levier important qu'il ne faut pas négliger, même si en même temps, il faut aller voir d'autres opportunités de communication. Il se peut aussi vous pouvez aussi mutualiser des annonces publicitaires, de vous dire, demain, vous êtes un réceptif, je sais pas moi, au Pérou, et vous allez proposer à un réceptif de la Bolivie de mutualiser une campagne publicitaire. Ça peut être une idée pour repenser sa communication de manière plus responsable. Et ensuite, évidemment, passer à l'action. Il faut, avant ça, bien sûr, étudier et définir les leviers et les outils de communication à booster. Identifier les axes principaux et prioritaires. Donc, si par exemple, demain, je vois que ma page Facebook ne me rapporte pas du tout de visites ou de business, je peux me poser la question de savoir si elle est toujours utile et aller me concentrer sur un levier qui est beaucoup plus efficace au sein de mon entreprise, par exemple. Et donc, face à tout ça, face à tous ces questionnements, je vous propose dans les mois à venir un accompagnement vers la sobriété et la communication durable. Donc, j'ai identifié plusieurs missions. La première, évidemment, c'est de se questionner sur l'accessibilité et la sobriété de ces outils. Donc, tout ce qui est rapport avec l'éco-conception, de se questionner sur les usages actuels par rapport à nos besoins.
Ça, c'est très important de trouver la sobriété et une efficience tout en gardant de l'efficacité. Ça, c'est aussi un point d'honneur. Et de prolonger la durée de vie de ces objets. Et donc, les services qui vous seront proposés dans quelques mois, c'est la première chose, c'est de la formation, sensibiliser et se former, comme on est en train de le faire en fait en ce moment, essayer de découvrir un petit peu l'envers du décor de cette nouvelle technique. La sobriété au bureau, comment au bureau je vais pouvoir agir sur l'impact environnemental et numérique. Donc ça va passer par voir un petit peu, faire un état des lieux de tous les appareils et équipements que j'ai au bureau et de tenter de prolonger la durée de vie de ces appareils. Donc mon ordinateur, essayer de faire en sorte qu'il soit que je puisse le garder le plus longtemps possible. Si c'est pas le cas, de voir comment je peux aller le recycler ou le faire réparer ou peut-être l'offrir à une association. Mais en tout cas, comme on a pu le voir dans les ateliers précédents, le recyclage, c'est très compliqué et c'est pas du tout enfin c'est très compliqué de recycler aujourd'hui un ordinateur. Donc il faut pas tout se dire c'est pas grave, mon ordinateur, j'ai envie d'en changer, je vais le recycler. Et enfin, aller vers la sobriété de la stratégie de sa communication et de ses outils. Donc, je vais conclure avec 5 éléments importants, à mon sens, à retenir de tout ça. Même si c'est beaucoup d'informations, j'imagine que c'est aussi beaucoup de questions. Parce que voilà, c'est vraiment un sujet de fond qu'il faut qui est complexe et qui est vraiment qui est important. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et j'essaierai d'y répondre juste après. Donc la première chose, c'est les impacts du numérique sont bien réels, comme on a pu le voir. Il faut prolonger la durée de vie de ces équipements. Ça, c'est l'action que vous pouvez mettre en place, l'action la plus importante. Sensibiliser, former et informer son écosystème à ces problématiques. Donc, emmener son équipe avec soi, ses partenaires, ses clients, et se tourner vers l'éco-conception pour augmenter la sobriété numérique. Et enfin, se tourner vers une communication responsable. Voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez du coup des questions face à tout ça? Alors, je vois Marie qui écrit. Alors, attends, je vais mettre ta question. Je vais publier ta question. Est-ce que tu recommandes d'arrêter complètement les AdWords? Il y a un mythe qui disait que si on ne mettait rien du tout en AdWords, les robots Google passaient moins fréquemment et donc ça nuisait à ton SEO en plus de ton SIA. Alors non, non, non. Moi, ce que je conseille, c'est d'avoir une approche progressive. Je pense que chaque entreprise a sa stratégie d'AdWords, son budget, etc. Et qui en aucun cas, il faut arrêter du jour au lendemain. Je pense que avant de dire on arrête les AdWords, il faut déjà identifier de nouveaux leviers qu'on peut mettre en place. Donc ça peut passer par de la mutualisation, comme je le disais. Ça peut aussi passer par du partenariat local. Si par exemple vous êtes une agence en France et que vous voulez essayer de trouver de nouveaux une agence en France ou à l'étranger pardon et que vous essayez de trouver de nouveaux canaux de distribution, on peut penser par exemple à des webinaires, on peut penser à des événements, on peut penser aussi à associer plusieurs secteurs d'activité, notamment je pense à
à Guillaume qui voulait associer le cinéma, je pense qu'il y a des, en fait, il y a des solutions et il faut en aucun cas aller arrêter les AdWords sans avoir déjà une solution alternative qui fonctionne. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Marie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, de toute façon, euh, vous êtes peut-être un peu frustré parce que je vous ai pas donné d'exemple concret. L'objectif pour moi, c'était vraiment de bah déjà d'apporter des éléments de réponse par rapport à vos craintes. C'était qu'était un site éco-conçu, c'est pas forcément beau. On a pu voir, je sais pas ce que vous en avez pensé. D'ailleurs, attendez, je vais ouvrir, je vais voir si je peux ouvrir vos micros. Je crois que là, si vous activez vos micros, vous pouvez prendre la parole. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ces sites, du coup, éco-conçus? Par exemple, moi, j'aimais bien celui-ci, cet exemple-là, tac, de marée à marée. Moi, quand je suis tombée dessus, je l'ai pas forcément trouvé low-tech ou éco-conçu. Enfin, je me suis pas, ça m'a pas sauté aux yeux parce qu'on voit qu'il y a des images, on voit qu'il y a des choses et ils sont pas si moches, comme dit Lucie. Non, ils sont pas si moches. Alors que l'autre à côté est pas du tout éco-conçu. Et au final, il y a des similitudes. Et j'ai fait l'expérience, j'ai demandé à quelqu'un de neutre qui ne connaît rien au low-tech, rien au site, de me dire entre les deux lequel il préférait. Et alors, ça a été assez intéressant sa réponse. C'était de dire, bah, je crois que je préfère Caprice de Nana, non pas pour le design et l'attractivité qu'il propose, mais pour le fait que les bijoux ont été imaginés et dessinés en France. Donc, il faut aussi, au-delà de l'aspect design de votre site, bien penser à votre contenu. C'est hyper important d'avoir un contenu bah, qui vous représente et qui représente vos valeurs et qui va du coup bah, aller intéresser vos internautes. Oui, bah, je voulais faire en sorte que ça soit un piège, Marie. Ah, est-ce que tu sais quand tu pourrais commencer l'accompagnement DMC sur la technologie? Oui, normalement, à partir de septembre, j'ai l'intention de proposer des services, enfin, de vous accompagner dans cette démarche-là, tout en sachant qu'avant, il va y avoir bah, des discussions à mettre en place, il va y avoir une étude de savoir bah, sur quoi vous voulez travailler, parce que comme je vous ai montré, il y a beaucoup de choses en fait. Il y a bah, tout ce qui va concerner vos outils de communication, il y a aussi tout ce qui va concerner vos pratiques au bureau, vos appareils, comment bah, déterminer le cycle de vie du coup de vos appareils. Donc il y a pas mal de choses. Ça rassure de voir que ça peut être le tech. Oui, et il y a des développeurs aujourd'hui qui font des choses vraiment bien. D'ailleurs, je me suis rapprochée de l'un d'eux parce que moi, j'ai pas forcément les connaissances techniques de développement. Si demain vous voulez commencer à faire ou retravailler en tout cas vos sites, j'ai pas les connaissances pour pouvoir le faire, mais il y a déjà des personnes qui sont hyper expérimentées, qui ont monté leur agence depuis longtemps et donc qui peuvent faire des choses très bien. Après, au niveau de vos sites, il y a deux stratégies. Hein. Soit vous conservez votre site et vous l'adaptez au principe du low-tech. Il n'est pas obligatoire de repartir d'une page blanche. Moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça, de se dire il faut pas passer pareil de tout à rien. Je pense que votre site actuel, il a toujours une raison d'exister. Vous pouvez très bien à côté et réfléchir à une solution low-tech, de toute façon, à une solution éco-conçue, pardon, qui va s'adresser peut-être à une autre cible que celle que vous visez initialement avec votre site. Et ça vous permet aussi voilà, d'avoir ces deux stratégies-là. Il faut en tout cas, la règle d'or, c'est approche progressive. Qu'est-ce que tu dis, Luc? Il a l'œil, Luc. Je comprends pas. Oui, oui, Luc, Marée à Marée, il est fait par Epifit, exactement. Il a fait des très beaux sites, ce jeune homme. Est-ce que vous avez d'autres questions, interrogations par rapport à tout ça?
Après, demain, il n'est pas forcément obligé que vous commenciez par votre site, ou même pas du tout, vous pouvez conserver votre site, mais juste adapter votre communication par rapport aux messages que vous voulez faire passer, la manière dont vous voulez les faire passer. C'est pas du tout le premier chantier à mettre en place, loin de là, c'est vraiment par rapport à vos objectifs. Et comment vous voulez apporter, voilà, apporter toutes ces thématiques dans votre, repenser votre stratégie face à tout ça. N'hésitez pas si vous voulez prendre la parole. Je crois que vous pouvez allumer vos micros maintenant. Ou si vous n'avez pas de remarques. De toute façon, je pense, alors pas au mois d'août, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous seront occupés, mais en septembre, refaire un point sur tout ça, de voir, de trouver des exemples concrets de communication responsable. Il y a évidemment l'exemple le plus connu, c'est Patagonia, qui a vraiment des messages qui sont très assumés et qui du coup voilà a vraiment trouvé son public. C'est tout un challenge pour notre industrie aussi d'aller trouver nos messages. Je sais qu'il y a beaucoup d'agences aujourd'hui qui se posent des réelles questions sur aussi leur production, et je pense que c'est la première chose aussi à mettre en place, c'est une communication durable, oui, mais si la production ne suit pas derrière, il faut vraiment qu'il y ait une stratégie qui est pensée dans sa globalité et qu'il n'y ait pas d'incohérence, même s'il y en aura forcément, mais qu'il y en ait vraiment le moins possible. Voilà. Bah écoutez, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire à mon mail, je vous le mets là. Si vous avez des questions, des craintes que vous avez identifiées pendant cette présentation. Toc. Et puis sinon, si vous n'avez rien à dire, je vous remercie. Et puis je pense oui, courant septembre, j'aurai vraiment avancé sur le sujet. Et puis on pourra en discuter ensemble pour ceux qui souhaitent voir un petit peu ce qu'il est possible de faire par rapport aux objectifs que vous avez, tout ça. Merci à tous et bonne fin de journée.